Yaorana, Kuraora et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. En cas de crise mondiale, de catastrophe naturelle ou encore de perturbations économiques, serions-nous capables de subvenir à nos besoins alimentaires localement? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de sécurité et d'autonomie alimentaire avec nos invités Roland Bopp, directeur de la DAG, la direction de l'agriculture, Yarana. Yaranari. Nancy Van, représentant des entreprises Louis Van. Yaranari. Aurélie Thomasin, coordinatrice du programme Protège en Polynésie française, Yarana. Yarana. Et enfin Jean-Baptiste Tavanae, qui est agriculteur bio. Yarana. Alors avant de commencer cette émission, je pense qu'il est nécessaire de faire un tour des différentes descriptions. Donc la sécurité alimentaire, c'est un fait, avoir assez de nourriture et de qualité. La souveraineté alimentaire, c'est le fait d'avoir les moyens et la politique mise en place. Et l'autonomie alimentaire, ne consommer que ce que l'on produit. Du coup, je me tourne vers toi, Roland. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sécurité, souveraineté, autonomie alimentaire, ou on se dirige vers? Alors, les perceptions sont différentes. Si on prend la population, ils traversent le Covid, comme nous tous d'ailleurs, ou les catastrophes naturelles, ou bien les difficultés concernant le fioul. Et tout ça, ça a un impact sur la sécurité alimentaire, l'autonomie même, y compris la souveraineté alimentaire. Et donc, il y a des leçons à tirer. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les perceptions. Maintenant, dans la réalité, lorsqu'on prend le recensement général de l'agriculture, il y en a eu un en 2012, un en 2023, finalisé en 2024, dont on vient d'avoir les résultats en juillet 2024. Ça nous dit quoi? Que les exploitations, le nombre d'exploitations agricoles a baissé et le nombre d'exploitations a baissé, sauf pour la production maraîchage, qui a légèrement augmenté. Donc, c'est pas très réjouissant en réalité. D'accord. Il y a les perceptions et il y a les photographies que l'on a 2012-2024. Donc, comment on fait avec? Donc, pour l'instant, le bilan, il n'est pas très positif, j'ai l'impression. Le bilan, c'est qu'on a beaucoup à faire et beaucoup d'opportunités à venir. Justement, pourquoi est-ce qu'on est si dépendant de l'extérieur pour notre alimentation, Aurélie? Je crois que Roland l'a laissé transparaître souligné, dans ses propos. On n'a pas assez de production en fait pour satisfaire le besoin en fait, avec une population qui augmente. Donc il y a effectivement cette dépendance aux importations en matière de denrées alimentaires. Et il y a aussi également une dépendance en matière de produits qui permettent la production agricole. C'est-à-dire que, par exemple, pour pouvoir élever des poules ou tout autre animaux, on a besoin en fait d'importer l'alimentation. Aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de produire localement. Pour pouvoir lutter contre l'enherbement, par exemple, c'est pareil, des produits doivent être importés. Alors, il existe de plus en plus d'initiatives aujourd'hui pour valoriser les ressources organiques locales qui existent au Fénois pour pouvoir justement être beaucoup moins dépendant de ces importations. Puis ça a un coût énorme aussi pour les producteurs, quoi. Donc voilà, je pense que c'est deux éléments de réponse. Alors avant de continuer, on va, je pense, ensemble beaucoup faire référence au projet Protège. Tu peux nous rappeler en quoi il consiste? Oui, alors Protège, c'est le nom du 11e Fonds européen de développement régional qui a donc commencé en 2019, qui se termine là début 2025. Et donc, c'est un projet qui avait pour but d'accompagner les politiques publiques des 4 territoires européens du Pacifique, donc Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Pitcairn, qui étaient encore rattachés à l'Europe à ce moment-là, dans le but de soutenir les filières primaires vers plus de durabilité. Et donc, on a travaillé sur beaucoup d'actions, notamment des actions dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la pêche, parce qu'il ne faut pas oublier le secteur de la pêche aussi, qui est quand même très important dans le Pacifique. Et en fait, du coup, pour reprendre les propos introductifs, en 2020, quand la crise Covid est arrivée, les territoires qui sont les ordonnateurs de ce fonds ont décidé de réorienter les fonds européens vers
la thématique de la durabilité des systèmes alimentaires. Alors on aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement, mais dans cette situation où il y a encore beaucoup à faire, il faut encore faire venir tous ces aliments qui vont permettre de nourrir la population. Justement, Nancy, est-ce qu'il y a des défis liés à l'approvisionnement de denrées alimentaires en Polynésie française? Il faut savoir que l'économie polynésienne a beaucoup fonctionné depuis des années sur l'importation. C'est un des plus vieux métiers en fait importateurs qui a accompagné le développement économique du pays. Donc aujourd'hui, on a quelques années d'expérience quand même derrière nous. Les entreprises sont modernisées, équipées de logiciels qui aident à la planification, à la gestion de stock et à pouvoir justement pallier au mieux à des ruptures ou même anticiper un peu mieux en fait des situations comme on a connu pendant le Covid. Donc c'est pas aujourd'hui, je pense qu'il faut l'approcher plutôt dans une vision beaucoup plus équilibré, de trouver en fait un juste milieu entre des impératifs de sécurité alimentaire, des impératifs de souveraineté alimentaire et des impératifs d'autonomie alimentaire. Je ne pense pas qu'il existe un modèle idéal, il existe juste un juste milieu pour pouvoir justement continuer d'avancer en fait de manière sereine. Ah, je vois que JB vient de réagir à ce que tu viens de dire. JB, une réaction? Ouais, c'est vrai que déjà localement, on n'arrive pas à produire la demande des consommateurs. Il faut être honnête, il faut le dire les choses. C'est que voilà, le problème actuel, c'est qu'on est sur un réchauffement climatique. Du coup, il y a un décalage au niveau des productions. Ça impacte ces productions? Ah oui, beaucoup même. Beaucoup même. Alors du coup, l'importation, c'est vrai, comme Nancy disait, c'est que l'importation, elle existait déjà bien avant. Et c'est grâce à l'importation que là, la Polynésie, au niveau de l'économie, c'est vrai qu'on a quand même un chiffre qui augmente chaque jour. Et les agriculteurs, aujourd'hui, c'est que voilà, ils ont tendance en fait à orienter vers le vivrier, la transformation. C'est ça qui va faire, faire monter l'économie en Polynésie, mais vers la phase de transformation. Alors la sécurité alimentaire, je le rappelle, avoir assez de nourriture et de qualité, est-ce que c'est devenu un objectif des agriculteurs ou en fait dès la base, dès que quelqu'un devient agriculteur, c'est déjà un objectif? L'objectif des agriculteurs dans les familles où je rencontre là dans les îles sous le vent, Reatea, Taha'a, Wahine, même Oria, eux avant tout c'est vraiment l'autosuffisance en fait. C'est d'abord nourrir sa famille. Et ensuite, pour écouler les produits, ils n'ont pas en fait, je veux dire, la gestion de commercialisation. C'est le souci qu'on rencontre avec tous ces agriculteurs. Ces Tahitiens qui ne connaissent pas encore la gestion d'une entreprise, la gestion de commercialisation, la gestion de tout en fait. C'est le plus gros problème que rencontrent les agriculteurs. Alors, ce que je conseille, c'est vrai que les coopératives, bon, c'est pas évident, faut dire les choses. C'est que c'est bien de centraliser ces produits-là et faciliter la vente vers les grandes surfaces. Alors, ce qui est important dans les définitions que j'ai pu présenter en début d'émission, c'est qu'il m'en manque une. Effectivement, on n'a pas parlé de durabilité environnementale et économique. Justement, je me tourne vers toi, Aurélie, puisque c'est toi qui m'as rappelé ces deux définitions. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'apport du programme Protège au pays a été d'essayer de faire un diagnostic de la durabilité du système alimentaire de Polynésie française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la durabilité du système alimentaire? C'est qu'on a, en fait, essayé de caractériser à un temps T ce qu'il en était de la sécurité alimentaire, effectivement. Est-ce que la population a accès à de la nourriture saine et nutritive partout ou pas? La deuxième brique, c'est la durabilité environnementale. Est-ce qu'il y a des exploitations agricoles et la gestion des ressources marines permet un renouvellement des ressources pour les générations futures? La troisième brique, c'est la partie durabilité économique. Est-ce qu'il y a une rémunération équitable entre les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, etc. Et puis il y a une quatrième brique qui concerne plus tout ce qui est gouvernance, en fait. Et donc, nous, on a essayé justement de caractériser un petit peu ce système alimentaire via ces quatre axes pour avoir pour être en mesure de fournir des recommandations au pays pour qu'ils puissent derrière mettre en place des feuilles de route, des plans d'action, des cadres stratégiques qui leur permettent de se projeter sur plusieurs années.
Justement, Roland, quel est l'objectif de la DAG dans cet objectif, dans ce but, hein, finalement, dans le développement agricole, la promotion des produits locaux? C'est quoi votre feuille de route, si j'ai envie de dire? Alors, d'abord, le rôle de la DAG, c'est la réglementation. Et Avant puis ensuite, c'est la stratégie. La stratégie, elle est basée sur une vision politique. À quoi doit servir l'agriculture? Mais en réalité, c'est bien de l'agroécologie dont on parle. L'agriculture étant un élément de l'agroécologie, puisqu'on doit inclure la durabilité à l'intérieur. On ne doit pas juste protéger notre environnement avec l'agriculture, on doit la régénérer. Donc, on est bien dans une durabilité. Et la vision politique est extrêmement importante. L'agroécologie doit participer à la santé des Polynésiens, à la souveraineté du pays, à fournir de l'emploi et du travail, et bien sûr à régénérer notre environnement. Ça, c'est la vision politique. Comment on y va? C'est la stratégie. Quels sont les éléments de la stratégie? C'est-à-dire dans quoi on va investir dans les différents maillons de la chaîne qui composent cette vision politique, que ce soit dans l'énergie renouvelable, dans l'accès aux terres, l'accès à l'eau à profusion, parce qu'il y a des archipels, il y a très peu d'eau. S'il n'y a pas d'eau, la stratégie agricole est faible. Donc, comment on investit dans les infrastructures liées au stockage, à la transformation et bien sûr au transport, au-delà de la distribution et de la commercialisation. Il faut mettre ça sur une chaîne et voir comment on investit à chaque maillon et comment on mesure cet investissement. Si vous enlevez un de ces éléments-là, la stratégie agricole devient faible. Donc la souveraineté devient faible, donc la sécurité et l'autonomie alimentaire devient faible. Chaque maillon est important en fait. Chaque maillon est important. Si j'investis par exemple dans des lotissements agricoles et qu'il n'y a pas d'eau, comment on fait? Compliqué. Bah oui. Si on fournit des hangars de stockage ou des infrastructures frigorifiques aux coopératives pour qu'ils puissent stocker leur nourriture et que le coût de l'énergie est extrêmement élevé, ça devient compliqué. Donc chaque maillon est important, mais ça en fait comment pour, par exemple, des démarches dans les îles où ça devient encore plus complexe? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut voir le maillon, la chaîne dans son ensemble et bien utiliser l'argent public dans les investissements. C'est ça qui est le plus important, c'est la stratégie, comment on mesure ça. Ça, c'est le rôle de la DAG. S'adapter finalement, est-ce qu'il y a j'ai envie de dire des solutions miracles? Non, finalement, on s'adapte tout simplement. Alors non, il ne s'agit pas de s'adapter, il s'agit d'utiliser correctement les fonds publics en fonction de cette chaîne. Si vous oubliez un maillon de la chaîne, la politique publique de l'agriculture va être faible. Est-ce qu'il y a des expériences au sein du projet Protège qui font un petit peu écho à ce que vient de nous dire Roland Aurélie? Alors, on n'a pas, on n'est pas un service public, donc bien on n'a sûr, pas la capacité d'agir sur l'ensemble des maillons de la chaîne globalement. En revanche, on a soutenu plusieurs initiatives un peu inspirantes en Polynésie française également dans les autres territoires pour essayer justement de les faire connaître et puis surtout de les répliquer potentiellement dans d'autres territoires. Donc, on a par exemple soutenu une initiative chez le laboratoire Food and Cook Lab à Moorea qui avait deux objectifs. L'un était plus l'éducation alimentaire, l'éducation au goût, et donc cette structure a en fait accompagné 15 familles de Moorea qui vivaient un peu en précarité pour essayer de changer leurs habitudes, notamment dans les budgets courses. Voilà. Il y a eu une autre initiative qui était plutôt d'accompagner vers la transformation les agriculteurs qui souhaitaient le faire, notamment 2 agricultrices et un pêcheur qui ont été formés justement à transformer leurs produits pour les mettre à disposition notamment de la restauration scolaire, pour leur donner de la plus-value. Comme le disait JB tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir agir sur différents maillons de la chaîne. Justement. Rapidement, Roland? Oui, Harry, il y a un projet dans le programme Protège qui m'a beaucoup marqué et qui me semble être essentiel à souligner. Grâce au programme Protège, il y a eu des fermes de démonstration, dans celle de Fakarava, qui a permis à mettre en place la technique nécessaire pour faire pousser une forêt
une forêt sur les atolls, hein, avec des arbres des atolls. En l'espace de 1 an, on peut avoir une forêt qui fait plus de 3 mètres de haut. Ça, c'est important parce qu'on est vraiment là dans la régénération de la biodiversité et des écosystèmes et donc de notre environnement. Je tenais à le souligner parce que c'est à l'intérieur de cette serre, pour moi, naturelle, que l'agriculture peut se développer, en particulier dans les archipels. Alors, est-ce que finalement, la sécurité, l'autonomie, la souveraineté alimentaire ne commence pas par chez soi, JB? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par nos jardins avant de pouvoir essayer de s'imaginer à acheter des produits dans telle ou telle entreprise ou tel site à agriculteur? En fait, l'objectif pour chacun déjà, c'est de cultiver soi-même, hein, faire son petit potager déjà. Petit à petit, bon, j'ai commencé petit, hein, j'ai commencé sur 500 mètres carrés. Hein. C'est l'exemple que je montre à ces futurs agriculteurs hein, qui deviendront un jour des chefs d'entreprise. Hein. Et c'est quand tu plantes et quand tu aimes ce que tu plantes, petit à petit, tu auras des connaissances, tu deviens ingénieur en fait sur le terrain. C'est pas vraiment l'ingénieur sur le papier, c'est l'ingénieur sur le terrain en fait qui nous montre les résultats du travail. Et c'est ça qui fait que voilà, tu as envie d'agrandir ce monde d'agriculteurs. Du coup, c'est le partage. Sans le partage, personne ne pourra pas lancer dans l'agriculture. À Pataki, j'ai lancé l'agriculture à Pataki. Pareil, j'ai créé une association et on a lancé la production maraîchère à Pataki et vivrier. Du coup, ça date quand même en 2013. Tu vois, et on est parti avec 0. Du coup, on a démarré avec 0. Et avec la population, avec le maire de Arutoa, là, Paquet, qui soutient ce projet à fond. Et je tiens aussi à remercier la population parce qu'au début, ils étaient contre. Et maintenant, ils voient que voilà, c'est possible. Tout est possible. Une question qui me semble intéressante, c'est que Nancy, vous aussi, vous êtes impliquée dans l'autonomie alimentaire du Fénois. On rejoint du coup le principe de souveraineté, c'est-à-dire comment on va proposer dans nos magasins des produits plus simples, puisqu'en fait, ça a été notre démarche au départ, c'était de voir comment on se lance dans une agriculture un peu plus moderne, hein, en utilisant plus des techniques un peu différentes pour pouvoir justement répondre à la demande qu'on a dans les magasins et répondre à des besoins de sécurité alimentaire d'un point de vue hygiène. Et ça, toujours en parallèle, en partenariat avec des agriculteurs, puisque JB, c'est un de nos grands partenaires, et à continuer en fait à développer toute cette dimension agricole locale et à les promouvoir, puisque aujourd'hui, dans nos magasins, on a 2 catalogues qui sont dédiés aux produits du Fénois. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la production locale, elle est insuffisante pour plusieurs raisons pour répondre aux besoins du consommateur. D'une, on est tributaire du climat polynésien. C'est même pas que une question de réchauffement de la planète, il fait chaud à Tahiti et il fait humide. Surtout en ce moment. Et les bestioles, elles adorent l'humidité et ça c'est l'enfer de tous les agriculteurs. Et ensuite, il y a toute cette dimension d'économie d'échelle. On est un petit territoire avec une population qui est très contenue et donc les productions industrielles vont pas bénéficier des économies d'échelle qu'on va rencontrer dans les grands pays. Donc produire localement, oui, mais à quel coût pour le consommateur? Donc en fait, c'est pour ça que je disais au début de l'émission, c'est une question d'équilibre. Comment on arrive à trouver un bon équilibre pour faire subsister tous ces univers économiques, que ce soit agricole, importation et tout, pour le bien du consommateur au final, c'est-à-dire pour qu'il puisse rester dans les principes de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire et d'autonomie alimentaire en développant justement des FAAPU chez eux. Mais on ne pourra pas que vivre du FAAPU individuel. Aujourd'hui, malheureusement, nos consommateurs sont devenus très exigeants. Ils ont besoin de la viande, ils ont besoin du poulet, ils vont même plus à la pêche. Donc, donc voilà, et c'est juste une question d'équilibre. Je pense qu'il faut voir les sujets dans sa globalité. Dans avec une tous globalité. Et tout à l'heure, il y avait un mot qui a été utilisé, c'est d'une manière systémique. C'est ce que tu avais évoqué. Et je pense que c'est ça, c'est trouver le bon équilibre dans toutes les dimensions. JB, cet équilibre, il est trouvé plus ou moins aujourd'hui, d'après toi? Avec les agriculteurs, on avait discuté ça l'année dernière. Cette année 2025, on va s'adapter par rapport aux consommateurs, comme disait Nancy. Comment rendre le produit bio chez le consommateur? C'est à cause du prix déjà. Prix producteur, non, on va baisser les prix.
on va donner accès à toutes ces personnes-là. On parle du bien-être du corps, de la santé, tout ça. C'est à nous de jouer le rôle. Et du coup, avec le réseau que j'ai là avec les agriculteurs, ils ont dit, ben patron, on te suit. S'il faut baisser les prix pour qu'on puisse servir tout le monde, on va servir tout le monde. Alors, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut jouer le jeu. Si on s'imagine, dans le meilleur des mondes, on a des denrées alimentaires locales à disposition pour la population. Malheureusement, la population ne joue pas le jeu et ne les achète pas et préfère aller dans d'autres produits. Finalement, Roland, comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population au consommer local? Alors, il y a deux choses à voir. Si on reste sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, on ne peut pas avoir une souveraineté alimentaire sur tous les produits. Il va falloir une short list. Bien sûr, c'est Cette évident. short list, peut-être de 25 produits. Comme ça, au moment difficile, on sait qu'on a l'assurance ou la réserve qui nous permet, en cas de problème, de nous concentrer sur des produits bien particuliers. Et là, la salade n'en fera peut-être pas partie, par exemple. D'accord. Dès qu'on passe au-delà de cette souveraineté alimentaire, en cas de catastrophe ou de pandémie, on peut effectivement réfléchir au développement des autres produits. Mais encore une fois, si on veut y arriver, en tout cas en ce qui concerne l'administration, on est obligé de réfléchir les projets sur toute la chaîne de valeur. Encore une fois, on revient à cette chaîne, à ce système, hein, finalement. Aurélie, une réaction? Oui, pour compléter, effectivement, je pense qu'il y a toute une éducation au goût à revoir. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Voilà, qui prend beaucoup de temps. C'est une question de génération aussi, hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites par les acteurs du territoire, notamment sur des livres de recettes pour réapprendre à cuisiner les produits locaux. Il y a toute une campagne de la Chambre d'agriculture aussi qui a été faite, manger local, etc. Il y a plein de petites initiatives. Maintenant, je pense que il faut investir sur l'avenir, et notamment la restauration scolaire. C'est le meilleur moyen pour éduquer les adultes de demain au changement changement de leur goût, quoi. Réapprendre à manger du potas, réapprendre à manger des cultures vivrières dans leur diversité, sans que ce soit quelque chose qu'on gâche, notamment à la cantine, quoi. Nancy, j'ai l'impression, finalement, 2020, le Covid, ça a été un peu une leçon pour tout le monde, j'ai l'impression. Une leçon dans quel sens? Dans le sens où maintenant, on a l'impression que le public et les entreprises et les associations, enfin tout le monde, donne plus d'importance à cette souveraineté alimentaire. Je pense que c'était déjà présent, mais la sensibilité était différente. C'est qu'avec le Covid, on est devenu un peu plus conscient des ruptures qu'on peut vivre, des restrictions qu'on peut vivre au niveau de l'importation et de l'importance qu'il y a de pouvoir avoir à minima une sorte d'autonomie alimentaire locale. Ça, c'est un sujet qui est important parce que même si les importateurs, nous, en tant qu'importateurs, que ce soit les magasins en direct ou même toute la dimension des importateurs locaux, on a pu anticiper ces potentielles ruptures pendant le Covid. Je pense qu'on a été plutôt bien épargnés parce que ça a été vraiment bien géré en termes de stockage. Mais ce n'est pas un mode de fonctionnement, tu le mentionnais en début d'émission, ce n'est pas un mode de fonctionnement qui est pérenne. On ne peut pas gérer une entreprise sur une dimension de stock trop élevée parce qu'il y a des risques de charançon, parce qu'il fait chaud ici à Tahiti. Il y a des risques de DLC, de produits périmés, donc gaspillage. Donc là, on n'est pas non plus dans une démarche très saine. Et derrière, on ne peut pas non plus tout anticiper. Donc, comment en fait on arrive aujourd'hui à trouver un équilibre? Ça va être ça en fait la vraie question. Et à quel coût? Parce qu'en fait, au final, ça va être le consommateur qui va payer. Donc, c'est la responsabilité, je pense, de tout le monde aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on va dans une démarche qui mène vers ces 3 axes que tu as mentionnés, mais à quel coût et comment on le fait de manière responsable vis-à-vis du consommateur? JB, rapidement, pour finir l'émission, finalement, comment est-ce que l'on fait pour être, dans la famille, par exemple, autonome alimentairement? Ça commence par son propre appôt? Son propre FAPO et aussi le message que je voulais transmettre à tout le monde, et c'est le partage. C'est le partage qui fait que voilà, nous allons développer plus des produits locaux.
Parce qu'aujourd'hui, je vois que chacun est dans son coin, chacun, tu vois, c'est plutôt dans le sens individuel. Mais si on veut vraiment arriver à l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est partager son savoir. Il nous reste 30 secondes, Roland. Je te laisse ces 30 dernières secondes. Harry, je pense que on a beaucoup d'espoir pour demain avec des projets intéressants et passionnants. Il ne faut pas oublier que le plus important au-delà de l'agriculture, c'est de retrouver le côté très communautaire qui appartient à la Polynésie. Et les archipels, là, pour le coup, sont les solutions pour nous demain. Retrouver l'esprit communautaire, l'esprit du poupou, l'esprit du groupe, où on peut faire de l'agriculture ensemble, ça c'est une solution à mon avis extrêmement importante pour demain. Et c'est ce que j'aime bien avec ces émissions. On part d'une problématique pour terminer avec une belle morale. Les amis, si vous voulez vous renseigner par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de la DAG, de la Direction de l'Agriculture, service-public.pf/DAG tout simplement. Et vous avez bien sûr le projet Protège, alias protège.spc.imt/fr. Et voilà les amis, cette émission touche déjà à sa fin. Je pense que ça mériterait peut-être une deuxième émission, pourquoi pas. On y réfléchira. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Nous, on se retrouve demain. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VA Tahiti à 18h. Maururu Itotato Farerera, Trahoma, Yaorana.